Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien de Babel, ou plutôt devrais-je dire, this video was made with the support of Babel. Este video fue realizado con el apoyo de Babel. Mille excuses pour les accents. Si comme moi vous en avez assez lorsque vous voyagez à l'étranger par exemple, de vous exprimer avec le vocabulaire d'un enfant de 2 ans, si vous êtes frustré d'être une bille en langue étrangère et de ne pas connaître plus de rudiments d'anglais, d'espagnol, d'italien ou encore de polonais, alors Babel est fait pour vous. Car Babel c'est une application et un site internet pour apprendre à maîtriser pas moins de 14 langues différentes. Vous y trouverez de multiples approches originales et ingénieuses pour mieux mémoriser les langues qui vous attirent. Pour les 14 langues qu'ils permettent de maîtriser, ils ont mis au point des podcasts, des sélections d'articles de magazines, mais aussi des cours sur les aspects culturels et même des jeux. Et tout ça est accessible en 2 clics et peut s'écouter ou se lire dans les transports, comme depuis son lit. En plus, sur Babel, le contenu est régulièrement mis à jour. C'est 100% garanti, sans robot, et vous avez toujours affaire à de vrais locuteurs et experts linguistiques, avec qui vous pouvez également avoir de vraies conversations, pour le plaisir des mots. Actuellement, en passant par le lien que je vous ai mis sous la vidéo, lors de votre inscription, vous pouvez bénéficier de 2 cours en ligne gratuits, et pouvez surtout économiser 20% sur un abonnement de 6 mois, 45% sur 12 mois, et même 50% sur un abonnement à vie. Cette formule-là est vraiment trop classe. Un paiement et 14 langues en illimité pour la vie. Bref, en termes de possibilités, c'est une vraie bibliothèque de Babel, qui j'en suis certain va vous faire retomber amoureux des langues étrangères. Encore un grand merci à eux pour leur soutien, et sur ce, place à la Terre boule de neige. Imaginez une planète entièrement recouverte de glace, avec des pôles tropiques à perte de vue, partout à l'horizon de vastes étendues de neige immaculée et d'énormes glaciers. Sur ce monde par le froid totalement figé, il ne coule aucune rivière et ne pleut jamais. Ici, même la surface des océans, sur plusieurs kilomètres d'épaisseur, a fini par geler. Ces paysages de désolation blanche ne sortent pas tout droit d'un déluré roman de science-fiction. Ils ne décrivent pas non plus une planète située à l'autre bout de notre galaxie. Ils ont eu lieu ici, sur la nôtre, sur le monde que vous habitez, et y sont restés en place pendant plusieurs dizaines de millions d'années. C'est l'histoire de l'apparition puis de la disparition de cet hiver infernal que cet épisode va vous raconter aujourd'hui. Bienvenue au Cryogénien, le super âge de glace. Nous sommes il y a quelques 700 millions d'années, et vu depuis l'espace, la Terre, enveloppée d'un épais manteau de givre tout en nuances de gris et blanc, prend l'apparence d'une boule de neige. En surface, c'est 510 millions de kilomètres carrés de glace. La même planète, définitivement un autre monde, seulement percé par endroits par de vastes et hautes chaînes de montagnes, d'où coulent d'énormes glaciers. Au sol, la température moyenne de ce monde gelé est d'environ 50 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Tout au plus, à l'équateur, est-elle capable pour quelques heures de dépasser le zéro, quand le soleil est à son zénith. Mais lorsque la nuit tombe sur ce monde léthargique, le thermomètre plonge aux alentours de moins 30 degrés sous les tropiques, et sûrement en dessous de moins 130 au niveau des pôles. À la surface de ce désert tétanisé, il n'y a aucun bruissement de vivant. Seul le son de la glace qui en dessous se fracture et celui du vent qui, au niveau des tropiques, hurle en permanence, là où les variations thermiques créent et renouvellent sans cesse de puissantes tempêtes soulevant la neige accumulée au sol. Dans ce tableau à couper le souffle et où l'air est aussi sec qu'irrespirable, à l'horizon il n'y a aucun vivant, rien d'autre que la mort et la désolation. En volume, on estime que près de la moitié de l'eau des océans est alors gelée. Comment le monde s'est-il, en ces temps reculés, retrouvé en proie à une glaciation globale totale? Et surtout, comment, durant cet enfer blanc, la vie a-t-elle réussi à survivre et comment la planète s'est-elle sortie de ce bourbier enneigé? Pour comprendre ce qui s'est passé, il va nous falloir remonter encore un peu plus loin dans le temps. L'histoire commence il y a de cela quelques 800 millions d'années, avec le déchirement d'un supercontinent. Celui-ci, baptisé Rodinia, est centré sur l'équateur, et il regroupe alors toutes les terres émergées de la planète. On y retrouve en surface uniquement des déserts de roches, de sable ou de glace en altitude. Des déserts qui se partagent sur des milliers de kilomètres, la totalité de la terre ferme. Seul le bruissement du vent et quelques rares averses occasionnelles viennent rompre ce silence minéral. Il n'existe alors sur la planète aucune forme de vie à l'air libre. Tous les vivants sont de taille microscopique et ne vivent que dans les océans. Le climat de l'époque est relativement clément, mais cela va bientôt changer, car en se fracturant au niveau de l'équateur, le géant de pierre, ce continent Rodinia, va déclencher les conditions qui mèneront à l'apocalypse blanche. En quelques millions d'années,
La modification de la disposition des pièces du grand puzzle de la tectonique des plaques redistribue la carte des précipitations. Les immenses bras de mer nouvellement formés à l'équateur font monter en flèche l'humidité dans ces régions, et il se met alors à pleuvoir en quantité. L'accroissement de l'érosion par les rivières et les pluies vient fortement perturber le cycle carbonate-silicate, qui joue un rôle essentiel dans la régulation du climat de long terme. Progressivement, le gaz à effet de serre, qu'est le dioxyde de carbone présent dans l'air, est soustrait à l'atmosphère. Dissous dans l'eau de pluie, il contribue, par réaction chimique, à lessiver et altérer les roches de surface, avant de ruisseler jusqu'à l'océan, où il va, en précipitant sous forme de carbonate, se retrouver piégé dans les sédiments. En retirant ainsi de grandes quantités de gaz à effet de serre de l'atmosphère, ces impressionnantes phases d'érosion vont faire chuter la température moyenne du globe, et aux hautes latitudes, des calottes polaires commencent à se former. D'ordinaire, quand un tel type de phénomène se produit, l'augmentation du couvert de glace vient amortir l'ampleur du refroidissement en diminuant le régime des pluies, et donc les réactions d'altération des roches, et donc la quantité de CO2 retirée de l'atmosphère. Mais au cryogénien, le thermomètre s'est retrouvé sur une pente glissante, entraîné par lui-même dans sa propre chute. Et si le climat s'est mis à dégénérer en direction de la glace, c'est en grande partie la faute au feu. Car le déchirement de Rodinia, en fragilisant la croûte terrestre, va provoquer de gigantesques éruptions volcaniques, qui remontant depuis les profondeurs de la Terre, vont cracher en surface des quantités phénoménales de lave, au point de recouvrir un territoire grand comme 2 fois la France métropolitaine de roches basaltiques. Les vestiges de ces éruptions dantesques sont même encore visibles aujourd'hui dans l'Arctique canadien, où l'on retrouve plus d'1 million de kilomètres carrés de ces couches de lave empilées. En pulvérisant jusque dans la stratosphère des panaches de cendres riches en dioxyde de soufre reflétant le rayonnement solaire, ces éruptions dantesques déclenchèrent dans leur sillage un hiver volcanique du genre colossal. Tandis que sous le ciel noir saturé de cendres s'accumulent de grandes quantités de roches fraîchement formées, du basalte fixant près de 8 fois plus rapidement le CO2 que ne le fait le granit. Et ces deux effets combinés portèrent un coup fatal au thermostat de la Terre. Le système climatique semble alors pris dans un cercle vicieux. Les températures toujours plus basses engendrent la formation de toujours plus de glace. Glace dont la présence, en réfléchissant encore plus de lumière du soleil vers l'espace que ne le font les surfaces sombres et absorbantes des terres ou de l'océan, entraîne à leur tour un refroidissement encore plus marqué, qui provoque la formation de plus de glace, qui à son tour, bref, vous avez l'idée, elle prend la forme d'une pente verglaçante, d'une chute de température inexorable. Car une fois les 30 degrés de latitude passés par la glace, soit celle de la Nouvelle-Orléans ou de Delhi aujourd'hui, le monde atteint un point de non-retour, et les calottes polaires se mirent à inexorablement progresser en direction de l'équateur. Et en l'espace de quelques siècles à millénaires tout au plus, soit un battement de cils à l'échelle des temps géologiques, la température moyenne sur Terre chute d'environ 50 degrés, et la planète se retrouve entièrement prise entre les griffes des glaces. La prison gelée s'est refermée. Elle va rester en place près de 58 millions d'années, le temps pour le climat d'en retrouver la clé. Et dès lors se pose la question, si la Terre n'est pas aujourd'hui une immense boule de neige, qu'est-ce qui nous a sortis de cet enfer blanc ? Pour décongeler entièrement la surface d'un monde, il faut beaucoup d'énergie. Et pour la trouver, on serait tenté de se tourner vers celui qui en émet le plus à proximité, à savoir notre Soleil. Sauf qu'on a pu calculer que pour sortir la Terre d'une telle glaciation globale, notre étoile aurait dû être au minimum 1,5 fois plus lumineuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or, on sait qu'à cette époque, le Soleil encore jeune était environ 7% moins puissant qu'il ne l'est actuellement. En fait, notre planète va s'extirper toute seule de cette prison gelée, avec pour unique aide celle de son propre feu interne, occasionnellement au gré du jeu des plaques tectoniques et des points de faiblesse en surface. Des volcans continuent de percer, crachant le trop-plein de chaleur interne de notre planète, mais aussi, et surtout, de grandes quantités de gaz à effet de serre. Et si la température infernale des laves est bien incapable sur le long terme de lutter face au froid d'une ampleur planétaire, les gaz à effet de serre, eux, privés par la couverture de glace de pratiquement tout contact avec les océans, ou les roches avec lesquelles ils peuvent se lier, inlassablement s'accumulent dans l'atmosphère. Pendant près de 58 millions d'années, leur concentration y monte très lentement, jusqu'à ce que les taux de dioxyde de carbone ne deviennent 350 fois supérieurs à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Dès lors, cet effet de serre de mammouth devient suffisant pour amorcer une brusque et violente débâcle. Les taux de CO2 crevant le plafond ont fini par faire sauter celui de glace. En commençant par l'équateur, où de vastes bandes d'eau et de terre à l'air libre
voit désormais la lumière du jour. Plus sombre que la glace alentour, celle-ci absorbe plus d'énergie du soleil, et la température monte donc encore d'un cran. C'est le début du grand emballement. Le chemin inverse est lancé, et en quelques millénaires tout au plus, arrachant de toujours plus grandes étendues d'eau libre, comme de vastes surfaces de terre à l'emprise de l'hiver, le monde se libère et brise définitivement la glace. Elle sera restée en place sur des durées de temps vertigineuses, comparables à peu de choses près à celles nous séparant de l'extinction des dinosaures. Une fois entièrement débarrassée de son manteau de neige, la Terre se retrouve pendant un temps en proie à un véritable effet de serre de l'enfer, au point qu'on pense qu'au niveau de l'équateur, l'eau liquide en surface devait atteindre des températures de près de 50 degrés. Pendant plusieurs siècles, dans une atmosphère torride, turbulente et saturée de vapeur d'eau, se déchaînent continuellement des tempêtes et des cyclones d'un autre temps. On pense qu'il faudra près d'1 million d'années pour que les roches des continents n'absorbent suffisamment du CO2 présent dans l'atmosphère pour faire redescendre la température moyenne du globe à des valeurs raisonnables, à la suite de quoi, après quelques 10 millions d'années d'un climat relativement clément, la Terre replongea dans ses travers avec le retour d'un grand hiver. Winter is coming back et il va s'installer pendant cette fois-ci une quinzaine de millions d'années. Aussi impressionnantes qu'elles soient en ampleur et en durée, ces deux glaciations sont relativement dérisoires au regard de la toute première Terre boule de neige, et qui fut aussi la plus longue de son histoire. Une période glaciaire totale du genre colossal, dite huronienne, et qui s'est déroulée dans un passé encore plus lointain. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est sûrement de penser que du point de vue de la vie dans son ensemble, les 2 derniers épisodes de la Terre boule de neige ont peut-être et paradoxalement été bénéfiques en contribuant à plus de diversité chez les vivants. Pour survivre à ces millions d'années de glaciation totale, pour échapper à ce froid mordant de toutes parts, on pense que les vivants ont su se réfugier dans les derniers recoins habitables du monde. Lovés autour de rares sources géothermiques, la vie tirait profit de la chaleur de l'activité volcanique, qui, pénétrant depuis les tréfonds de notre planète, venait par endroits momentanément faire fondre le couvert de glace. En bordure des continents, là où la banquise, malmenée par les marées et la houle des océans liquides sous-jacents, en vient à se déchirer pour former de profondes crevasses, des entailles laissant descendre au fond un semblant de lumière et mettant en contact l'atmosphère et la mer. Sur la terre ferme, repliée à la base de glaciers translucides, que la lumière est capable de traverser et où l'extraordinaire épaisseur des calottes continentales provoque la fonte de la glace, glissant sur le socle rocheux. Ou par moments peut-être en surface, aux latitudes les plus chaudes, ou sur les continents, à la faveur de la présence de roches sombres captant avec efficacité la chaleur du soleil, là où peuvent exceptionnellement se former de petits trous éparses dans la glace, des mares de fonte temporaires. Ou plus simplement au niveau de l'équateur, directement sous une banquise fracturée et suffisamment fine pour laisser descendre par endroits les rayons du soleil. Peut-être y avait-il là exceptionnellement une banquise ouverte, avec quelques bandes d'eau libre, donnant momentanément accès à l'atmosphère aux habitants prisonniers de ces océans, qui étaient alors près de 2 fois plus salés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Chacun de ces refuges possibles constituait sûrement pour les vivants de cette époque de petits oasis. Et la vie, y compris photosynthétique, en est ressortie apparemment plus forte, diversifiée et affûtée qu'elle ne l'était avant. En forçant considérablement le trait, avant les 2 grandes glaciations du Cryogénien, notre planète était peuplée par des organismes de taille miniature et relativement peu diversifiés. Essentiellement des algues, de microscopiques animaux primitifs unicellulaires et des bactéries photosynthétiques. Mais après la débâcle, on observe que les formes de vie pluricellulaires, constituées d'un amoncellement de cellules différenciées, commencent à se faire beaucoup plus nombreuses et diversifiées. La taille et la complexité des vivants augmentent alors considérablement. Beaucoup d'espèces semblent même s'être parfaitement accommodées sur le moment de ces terribles conditions, comme si paradoxalement, en isolant les écosystèmes les uns des autres, en créant les conditions d'une forte pression de sélection, ce coup de froid avait agi, tel un coup de fouet sur les vivants. Rouge, gris, orange, bleu ou blanc, la surface de notre monde en a vu de toutes les couleurs, qui se sont peintes au cours de 4,5 milliards d'années d'une longue histoire tumultueuse et mouvementée. Les traces laissées par ces glaciations ont été retrouvées imprimées dans les couches géologiques datant de cet autre temps. Partout dans le monde, les roches qui nous en sont parvenues sont marquées par le travail de sable des glaciers qui, en leur glissant dessus, les ont comme rayées à jamais.
Parfois, l'on retrouve également des dépôts d'alluvions, laissés par le passage de ces géants de glace, ainsi que d'étonnantes dropstones. D'énormes pierres qui, en ces temps reculés, ont été charriées par de la glace dérivante, avant que celle-ci ne fonde et ne les relâche soudainement depuis la surface. Coulant à grande vitesse, ces pierres sont alors allées s'enfoncer avec violence dans les sédiments de lacs ou d'océans sous-jacents, avant de parvenir jusqu'à nous et de nous murmurer. Ces endroits ont été, ici, là, sous nos pieds, des ailleurs hallucinants, simplement situés autre part dans le temps. Et même si aucun de ces paysages, aujourd'hui tous partis en poussière, n'a jamais été vu par un être humain, nous avons pu leur donner des noms, les ancrer dans l'imagination. Et le passé est devenu, dans nos têtes, un grand nombre d'autres planètes. Pour nous aider à alimenter en énergie cette chaîne, vous pouvez nous soutenir sur Utip ou Tipeee.